Le Parlement a décidé de prolonger le mandat du président Jocelyn Privert. Les deux blocs au Sénat sont sur le point de trouver un accord en vue de la poursuite de la séance mise en continuation le 28 juin dernier. L'écharpe présidentielle, source de discorde, ne figurera pas dans l'ordre du jour. C'est ce qu'a fait savoir le sénateur Yuri Latortue. Dans la négociation, il faut que nous arrivions à une situation win-win situation. C'est que ou ka perdu n'a avancé ou ka gagné. Mais moi je pense que jeudi pour le pays, pour question de Assemblée nationale qui doit responsabilité, il y a des points. Eh bien c'est des points constitutionnels qu'il faut respecter, mais il y a des points que eh bien je pense que il y a des consensus qu'à joindre sur eux pour que nous joignions un texte consensuel. De toute façon, là nous finissons un texte là, chaque groupe a gagné pour garder pour que yo même yo ba opinion yo. Et dans le groupe, il y a un consensus qui doit joindre. Parce que je dis, quel que soit, eh bien, j'en prends des marches là, il faut assembler, les réunir pour que nous statuer conformément à l'article 7 de l'accord. Qui est plus probable pour assembler à ta fête? Nous pourrons gagner. Il faut que nous joignions un consensus avant. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ta fête pendant semaine? Bon, moi je pense que dès que nous joignons un consensus, le président a fixé une date. Mais si pas de consensus, on peut arriver dans la même situation que nous étions avant. Et c'est peut-être ça, semaine ça, il y a plusieurs réunions qui faites. Il y a des discussions côté que soit nous faisons en groupe, soit nous faisons avec d'autres parlementaires. Nous mettons toute capacité nous dehors, toute énergie nous, pour que nous, si il y a un test consensuel, qui va faire débat dans l'Assemblée. Parce que l'autre jour, ça qui est arrivé, nous pas même temps arrivé à adopter l'ordre du jour là. Donc je dis à moi, je pense que si on assemblée, il faut que l'ordre du jour là, nous entendons sur lui pour que le débat soit fait et nous conclure. Parce que sinon, nous sommes arrivés dans la même situation. Ça veut dire que je dis, si pas de entente, n'importe qui huis clos qui m'a dit, c'est-à-dire que ni groupe majorité, ni groupe minorité, pas de capacité pour lever huis clos. Est-ce que nous sommes arrivés dans la même situation? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il faut nous arriver dans une situation côté un consensus qui dégagé et là ça a débarqué. Une commission a été formée pour la poursuite des négociations entre les différents blocs du Parlement. Selon le député Abel Descollines, les deux groupes sont sur le point de trouver un accord autour de la feuille de route à adopter. Le groupe minoritaire au Sénat demande des changements au CSPN et dans certains ministères régaliens. Entre-temps, aucune date n'a été arrêtée pour la tenue de l'Assemblée nationale. Le porte-parole du département d'État, John Kirby, a annoncé que le gouvernement américain ne financerait pas l'organisation des prochaines élections en Haïti. Les États-Unis n'ont pas le budget nécessaire pour financer la reprise des joutes. Mais la suspension de l'aide américaine ne concerne pas les autres domaines de la coopération bilatérale, a assuré le porte-parole de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, Karl Adam. Il a expliqué que les États-Unis, qui ont financé 30 millions de dollars les élections de 2015 annulées, ne pouvaient décaisser une telle somme encore une fois. Toutefois, M. Adam a précisé que les programmes engagés pour renforcer la PNH se poursuivront afin de garantir la sécurité du prochain scrutin. Rappelons que le gouvernement américain s'était prononcé contre la mise en place d'une nouvelle commission de vérification et la reprise du premier tour de l'élection présidentielle haïtienne. Maintain assistance in other key priority areas, which we'll continue to do. Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines insiste sur le fait que les élections doivent avoir lieu à la fin de cette année. Le leader de Petite Dessalines a salué le travail accompli jusque-là par le Conseil électoral provisoire.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Hervé Ladsou, a appelé les principaux acteurs politiques haïtiens à prendre leurs responsabilités. Il est impératif que le pays sorte de l'impasse politique actuelle et respecte le nouveau calendrier électoral afin d'éviter un possible désengagement de la communauté internationale. Michel-Éric Gaillard, ancien membre de la commission de vérification électorale, dit ne pas avoir pu vérifier la validité des élections législatives en raison de la faiblesse de l'échantillon de procès-verbaux choisis. M. Gaillard, qui était invité à la rubrique Le Point de Métropole, a expliqué que le nombre de procès-verbaux sélectionnés par département aurait dû être beaucoup plus important pour que la vérification soit considérée comme fiable. Au niveau national, nous sommes capables de dire mais irrégularité totale qui dégaine. Mais même si nous avons des chiffres au niveau départemental, nous ne pouvons pas descendre parce que le pas représentatif au niveau départemental. Donc pour conclure, qui ça me doit dire? On dit que nous avons un niveau de 35 à 40% d'irrégularité au niveau national. Est-ce que je suis capable de dire que c'était même 35 à 40% ça que nous avons dans chaque département? Non. Donc ça veut dire que peut-être que nous avons le département de l'Ouest, le Nord qui a un problème et que tout le reste 7 départements n'ont pas de problème. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de déterminer quels étaient les départements où il n'y avait pas de problème et quels étaient les départements où il y avait des problèmes. Ce qui veut dire que c'était impossible de pouvoir dire que voilà au niveau départemental pour les sénateurs que ça s'est mal passé. Nous connaissons qu'au niveau national, oui. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc c'était impossible pour me dire par exemple dans le département A que tu as un problème. Peut-être que pas de problème dans le département A. Et que sénateur pas de problème à niveau ça, mais 3 départements ou bien 4 départements, tu as un problème qui change la voiture entièrement. Donc pour présidentiel, ça doit arriver. Même je n'ai pas de cas dit que l'élection présidentielle dans tel département est passé bien. Nous pas de cas faire. Donc c'était un choix d'échantillonnage. Et ça a étonné qu'un pile de monde pose les mêmes questions, alors que dit dans le rapport. Design, échantillonnage, pas de fait pour des représentatifs au niveau. Parce que imagine ça t'avait dit que si nous prenons tous 10 départements, chaque département vient considérer comme une unité indépendante. On est obligé de prendre chaque indépendamment et ensuite on fait agrégation. Au niveau de la Chambre des députés, ce serait possible parce qu'on est obligé de descendre au niveau communal. Donc, l'Europe prend des détails, plutôt fait un week-end total. On compte tout l'univers, on ne va pas baser sur l'échantillonnage encore. Le CEP n'est toujours pas en mesure de trancher concernant l'élection de 42 parlementaires suite à la recommandation formulée par la CIEV, qui est la commission de vérification. La porte-parole de l'institution, Nicole Siméon, a indiqué lors de la conférence de presse hebdomadaire que l'institution électorale souhaitait prendre le temps nécessaire pour traiter ce dossier. Entre-temps, Mme Siméon a fait savoir que le CEP progressait dans l'ajustement du calendrier électoral. L'évaluation centre de vote qui a continué et au fait déjà dans plusieurs départements, et évaluation ça yo fait dans la Tibonite, nous avons 63 centres de vote que yo évalué sur 208. C'est-à-dire dans la Tibonite, nous avons à peu près 30% de centres de vote qui évalués. Nous avons continué pour centre, nous avons 77 sur 90, qui représentait 86%. Dans Grandance, nous faisons toutes 104 sur 104, donc 100% centres de vote évalués dans le département de la Grandance. Dans NIP, nous avons 53 sur 85, donc 62%. Dans le Nord, nous avons 79 sur 92, 41%. Dans le Nord-Est, nous avons 75 sur 86, qui fait 87%. Dans le Nord-Ouest, nous avons 86 sur 99, qui fait 87%. Dans l'Ouest, nous avons 38 sur 364, qui fait 10%. Dans le Sud, nous avons 48 sur 157, qui fait 31%. Et dans le Sud-Est, nous avons 47 sur 123, qui fait 38%. En total, sur 1508 centres de vote que nous gagnons, nous fait 670 pour journée jeudi. On va parler avec nous là, ce qui représente 44% de tout ça nous gagnons pour nous faire.
Donc, toute équipe agent direction opération électorale, agent direction registre électoral, toute équipe CEP, tout opérateur a travail pour activité ça continuer et que pour nous respecter le calendrier électoral là, nous te prévoir. Une forte affluence est observée au bureau central de l'Office national d'identification, ONI. Il y a bousculade à l'approche des prochaines élections. Cependant, l'accueil et la qualité des services laissent à désirer. Les bureaux ont pourtant été interconnectés et plus de 600 000 kits d'enregistrement mobile déployés à travers tout le territoire dans le cadre d'un plan de modernisation de l'ONI annoncé il y a environ 6 ans. Et pourtant, des demandeurs venus des villes de province étaient présents ce mercredi au bureau central de l'Office. En tout cas, plusieurs raisons expliquent la volonté de ces citoyens de retirer leurs pièces d'identité, et ce, en dépit du fait que l'accès au bureau central de l'ONI soit très difficile. Ce vendredi a été particulièrement meurtrier à Port-au-Prince. L'ancien directeur général des presses nationales d'Haïti, Willem Edouard, a été abattu par des hommes à moto à Pétionville alors qu'il s'apprêtait à s'introduire dans son entreprise. M. Edouard a reçu plusieurs balles. Il faut dire que depuis quelques semaines, des cas d'agression sont en augmentation. De nombreux actes de banditisme sont recensés dans la zone métropolitaine. Les enquêteurs de la Brigade des affaires criminelles et de la Direction centrale de la police judiciaire ont soumis, la semaine passée, leur rapport d'enquête sur l'attaque perpétrée contre le commissariat des Cayes le 15 mai dernier. Les enquêteurs de la police font état de l'implication de M. Guy Philippe dans la planification de l'attentat. Ils recommandent au chef du parquet des Cayes de lancer des mandats d'amener contre Guy Philippe ainsi que pour une vingtaine d'autres hommes soupçonnés d'implication dans le forfait. Cependant, Mario Delcy, l'un des avocats de M. Philippe, nie toute implication de son client dans l'attentat. Faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de flagrant délit, le juriste a expliqué que le chef du parquet ne peut émettre un mandat d'amener. De plus, il prévient qu'aucune disposition privative des libertés ne peut être adoptée à l'encontre de M. Guy Philippe, candidat au Sénat dans la Grand'Anse. Maître Delcy déplore les conclusions du rapport. Selon lui, les policiers n'ont pas à dicter à un juge la décision à adopter. Rudy Erivo, porte-parole du PHTK et proche de Guy Philippe, critique lui aussi le rapport de la police judiciaire. Selon ses propos, nous citons, « La BAC se fait complice de ce triste montage et de cette vaste comédie. » Fin de citation. 4 entrepreneurs haïtiens ont pris part au sommet mondial sur l'entrepreneuriat organisé par le président Barack Obama en Californie du 22 au 23
4 juin dernier. Ces chefs d'entreprise ont bénéficié d'investissements financés par l'Agence pour le développement international, USAID, et mis en œuvre par la Fondation panaméricaine de développement qui supporte les petites et moyennes entreprises en Haïti. Ce sont au total 4 entrepreneurs haïtiens, Kalinda Magloire, Myrta Villebon, Diderot Musset et Isaac Michel, qui ont participé à ce prestigieux sommet mondial sur l'entrepreneuriat organisé par le président américain Barack Obama. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 juin dernier, à Stanford University, ces 4 entrepreneurs ont pu s'associer à des centaines d'autres venus d'horizons divers. De retour en Haïti, ils ont été reçus ce jeudi avec beaucoup d'enthousiasme par l'ambassadeur américain Peter Mulrin. Cet accueil a été à la hauteur de l'expérience qu'ils ont vécue là-bas aux États-Unis. Kalinda Magloire, responsable de Switch SA, une entreprise qui commercialise les fours à gaz propane dans la diaspora haïtienne, a tiré des leçons nécessaires pour booster son entreprise. Une des choses dont il a été beaucoup question durant le sommet, c'est la nécessité de dépasser l'apparente contradiction entre la recherche de profit et l'impact social. Souvent, on nous dit « Ah, vous êtes une entreprise sociale, peut-être que vous n'êtes pas rentable, ce n'est pas nécessairement dans nos cordes, etc. » Et les plus grands entrepreneurs, que ce soit les CEO de Facebook, de LinkedIn, de Google, nous ont rassurés à ce niveau, nous disant qu'il est important de toujours prioriser l'impact social, surtout, et cette problématique est très importante dans un pays comme le nôtre. De l'enrichissante expérience faite durant ce sommet mondial, auquel ont pris part plus de 700 entrepreneurs, 300 investisseurs et 170 pays, chacun en a à revendre. Diderot Musset, responsable de Surtab SA, entreprise fabriquant des tablettes Android en Haïti, a appris une leçon essentielle que tout entrepreneur ou aspirant à le devenir devrait savoir. L'idée avec GES, c'est surtout de parler de l'innovation. Mais en fait, l'innovation, c'est quoi? C'est de tourner à gauche quand tout le monde tourne à droite, au fait. Et l'idée de voir autant de personnes qui ont osé tourner à gauche sur ce sommet a fait sur moi personnellement un impact assez intéressant. On pense que l'idée aussi de ramener un peu de rêve, un peu de dire aux gens ce qu'on peut oser faire ce qu'on a à cœur, ce qui nous intéresse, pas nécessairement faire ce qui va garantir une certaine réussite. Tant que les entreprises respectives de ces 4 entrepreneurs haïtiens ont bénéficié d'investissements du projet LEAD, financé par l'USAID, mis en œuvre par la PADF, qui supporte les petites et moyennes entreprises. La Direction générale des impôts veut se renforcer pour élargir l'assiette fiscale haïtienne. Une réforme financée par l'Union européenne a été présentée au ministre de l'Économie et des Finances, Yves-Romain Bastien, ce jeudi. L'Agence française d'expertise technique internationale, Expertise France, conduira cette réforme grâce notamment à une assistance technique de 2 millions d'euros fournie par l'Union européenne. Encore une réforme dans l'administration publique. La DGI veut renforcer sa capacité afin de pouvoir élargir l'assiette fiscale haïtienne. Une initiative qui arrive à un moment où le nouveau ministre de l'Économie et des Finances se questionne sur le vrai problème au sein de la Direction générale des impôts. Une réforme, oui, mais selon Yves Bastien, celle-là n'est pas la première et ne sera peut-être pas la dernière si les obstacles au bon fonctionnement de la DGI ne sont pas diagnostiqués. Depuis mon arrivée, la Direction générale des impôts reçoit l'assistance technique non seulement de la France, de l'Union européenne, de l'USAID, du Canada et dernièrement aussi du Trésor américain. Je crois que nous avons besoin de coordination. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes pour décider si nous avons des problèmes au système hiérarchique de décision, c'est-à-dire au niveau même de la DGI, quels sont les changements à apporter, mieux comprendre ce qui se passe dans notre environnement économique et décider de l'approche que l'on devrait avoir. Cette position, l'économiste l'a clairement exprimée durant la présentation d'Expertise France ce jeudi. Yves-Romain Bastien se dit conscient que l'assiette fiscale doit être élargie. Toutefois, le ministre voudrait s'attaquer à d'autres problèmes une fois que le calme sera revenu dans les caisses de l'État. La gestion du secteur informel se trouve sur sa liste. On se retrouve avec des objectifs
plus important aujourd'hui, éviter une détérioration de l'économie où nous nous trouvons aujourd'hui. On n'a pas le support budgétaire de la BID, on n'a pas le support budgétaire des États-Unis, on n'a pas celui, par exemple, de la Banque mondiale, et qu'à ce titre, maintenant, on a de moins en moins de ressources. Le Venezuela est passé d'environ 28 milliards de gouttes à 3,6 milliards de gouttes, de moins en moins de ressources. Que la DGI veuille se moderniser, se renforcer en vue de pouvoir collecter de meilleures recettes, c'est un fait. Toutefois, peu convaincant selon Yves Romain Bastien. De l'avis du ministre, qui pendant un instant a donné l'impression d'être un observateur, l'État ne pourra jamais répondre efficacement à ses obligations envers les Haïtiens si les dirigeants ne comprennent pas qu'il faut résoudre d'abord les crises politiques. Tant que nous avons ces problèmes, cette instabilité politique, avec des conséquences sur l'échange, des conséquences sur la performance de l'économie, des conséquences par exemple sur le secteur touristique, les dirigeants doivent comprendre que quand on parle de besoins de logement, on parle de santé, on parle par exemple d'eau potable, on parle d'éducation, on parle de tout. Et nos hommes d'État, nos hommes à tous les niveaux de la société civile, la population devait être consciente de la nécessité que nous instaurons une nouvelle ère où nous prenons conscience où nous nous situons. C'est un Yves Romain Bastien peu enthousiaste qui a pris part ce jeudi à la présentation du programme d'appui à la réforme de la DGI. Et ce n'est peut-être pas sans raison que ses dernières paroles pour mettre fin à cette séance furent « Donnez-moi des rapports concrets afin que je sache exactement quoi dire à la population ». Poursuite de la grève des médecins résidents à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Lancé depuis près de 4 mois, ce mouvement continue au grand centre hospitalier de la capitale. Et préoccupé par cette situation, le personnel de service appelle les autorités compétentes à trouver une solution à cette crise. Alors que des dispositions avaient été annoncées en vue de la reprise des activités à l'hôpital général, une visite des lieux ce lundi 4 juillet nous a permis de constater que rien n'a changé. Près de 4 mois depuis que les médecins résidents ont entamé leur grève, l'espace est quasi désert, les pièces sont sales et poussiéreuses, des lits en très mauvais état. L'impact de ce mouvement est toujours palpable. Une réalité qui ne fait que susciter la grogne et la frustration du côté du petit personnel qui n'a d'autre choix que de se présenter sur son lieu de travail en dépit de la grève. La grève là, affecté tout le monde. Parce que moi-même, si je suis malade, il faut que c'est là pour me venir. Je suis malade. Si je ne suis malade, c'est là pour me venir. Mais depuis 4 mois, on grève. Même demandé qui côté à privé. Qui côté à privé avec bagage ça. On a demandé est-ce que le pays d'Haïti a un dirigeant là-dedans. Parce que si tu as un dirigeant, l'hôpital Université d'État d'Haïti est la condition saldaire. Et dire que vendredi dernier, le président Jocelyn Privert a rendu visite aux grévistes en vue de discuter de ce problème. À entendre les médecins résidents, rien de concret n'est sorti de cette rencontre. Devant une telle situation, la grève est maintenue, persiste et signe le docteur Roosevelt Aubour, médecin interne à l'HUEH. Nous, on a grève jusqu'à ce que nous ayons un petit minimum ça pour demander. Nous avons un minimum de volonté qui exprime beaucoup de l'État central pour résoudre le problème, parce que nous-mêmes, nous disons qu'on est trop. Nous ne faisons pas grève pour faire grève, nous faisons grève pour attirer attention au gouvernement sur le problème qu'a ravagé. Dans l'intervalle, environ 4 mois se sont déjà écoulés et les patients continuent de faire les frais des négociations à rallonge ou des tergiversations. La mairie de Pétionville fait face à de sérieuses difficultés. Dominique Saint-Roch, le nouveau maire, a annoncé pour bientôt la mise en disponibilité sans solde de plus d'1 millier d'employés de l'institution. L'édile de la ville, qui rencontrait les médias ce jeudi, a dressé un bilan de ses 8 jours à la tête de la mairie. 8 jours après son installation, le nouveau cartel municipal de Pétionville est encore à l'heure de l'inventaire. D'entrée de jeu, le maire principal expose les problèmes liés au budget. Dominique Saint-Roch en impute la responsabilité à l'ancienne administration. Et comme pour dire que ce n'est pas assez, l'édile de la ville doit aussi faire face à de sérieux problèmes administratifs. Des fonctionnaires absentéistes, des matériels de travail disparus, le manque d'informations sur des services précis entre autres, c'est un véritable capharnaüm, déplore le président du cartel.
Face à une telle situation, des mesures s'imposent, explique Dominique Saint-Roch. Autant de difficultés auxquelles fait face la nouvelle administration communale. Entre inventaire et perspective, les dirigeants ont pu quand même dresser un bilan des 8 jours passés à la tête de la mairie. Plus de 300 camions de déchets ont déjà été ramassés. Entre-temps, le magistrat communal prépare un plan avec des priorités bien définies pour ces 100 premiers jours. Le pasteur Sylvain Exantus, président de la Fédération protestante d'Haïti, est satisfait des réalisations de ce secteur religieux dans le pays. Après 200 ans de protestantisme, selon lui, c'est un engagement réussi au sein de la société haïtienne. En 1804, lorsque la nation a été pris naissance, nous étions 0 protestants. Kounia, soit la statistique EMU 5 qui était fait en 2012, il y a dit 53% de femmes c'est protestantes, 45% des hommes, c'est protestants. Donc, nous, en majorité. Et majorité, ça, nous dit, nous besoin d'accompagner de la qualité. Ouais? Donc, nous avons fait promotion, je dis, pour un protestantisme de qualité, pour nous mener une vie chrétienne de qualité, pour nous capables d'impacter le pays. Au niveau de l'éducation, entre 37 et 40% des écoles primaires, ils ont appartenu aux églises protestantes. Donc, 40% des écoles secondaires appartenu aux églises protestantes, 25% des universités actuellement ont appartenu aux églises protestantes. Donc, l'église protestante contribue à démocratiser le savoir. Nous portons une grande contribution au niveau de la santé. 60% de la couverture médicale est assurée par les églises protestantes. Les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. L'hôpital Lumière, l'hôpital Adventiste, l'hôpital Cange, dans Nord-Est, etc. Les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. Et également, nous portons contribution au niveau culturel. Ouais. Et le secteur protestant, c'est un secteur qui est riche. Question musique, là même, c'est nous, son industrie que nous avons dans la question ça. Et nous portons contribution tout dans l'avancement de la langue créole là. Le créole, il n'y a pas de droit de citer. Tout ça sont de radio, ils ont toujours fait émission en français, nouvelles en français. C'était Radio Lumière pour la première fois qui était une nouvelle en créole et tout le monde était choqué. Et l'église a persisté dans le créole là. Il y a l'autre culte qui t'a fait service dans l'autre langue, mais nous persistons dans le créole, Et je dis à créole là, il y a droit de citer, si bien qu'elle devient une langue au même titre que le français, et une académie pour lui. Et je dis à côté président, premier ministre, etc. Tout le monde n'est pas les créoles. C'est l'église protestante qui fait ça. Donc en gros, c'est ça que je dis comme bilan de la communauté protestante, du secteur protestant, pendant que nous-mêmes tous, nous avons critiqué, nous avons fait autocritique tête. Nous avons des bagailles qui ont besoin d'améliorer, des bagailles que nous avons besoin de mettre dans le temps, nous avons travaillé sur eux. Il y a des bons et des mauvais côtés. Et mauvais côtés, nous avons une commission d'éthique qui travaille sur eux pour faire des recommandations pour nous capables de faire mieux dans chaque domaine. Le SWAT Team, l'une des unités d'élite de la police, a célébré ce 8 juillet son 20e anniversaire. Le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a exhorté les membres du SWAT à toujours faire preuve d'efficacité, particulièrement en ce moment, car le pays fait face à de nouvelles pratiques criminelles. C'est le révérend père Alcide Joseph Mathieu qui a fait office de célébrant principal lors de cette messe qui devait marquer les 20 ans d'existence de l'unité SWAT de la PNH ce vendredi 8 juillet. Le directeur général de l'institution policière, Michel-Ange Gédéon, l'inspecteur général en chef, Ralph Stanley Jean-Brice, étaient venus demander une protection divine renouvelée pour les policiers de ce corps spécialisé. Intervenant en marge de la cérémonie, le responsable en chef de l'unité SWAT Team, le commissaire Clevens Anthony Adolphe, a exhorté ses pairs à continuer de viser l'excellence tout en sollicitant de meilleures conditions de travail de la part du haut commandement.
Témoin en juillet 1996 de la création de ce corps qui est aujourd'hui une structure éprouvée et disciplinée de la police nationale, auquel un certain respect et du prestige sont attachés, le directeur général de la PNH a pour sa part salué les sacrifices consentis par les différentes promotions de l'unité SWAT au cours de ces 20 dernières années. Et alors que, selon Michel-Ange Gédéon, le pays fait face à de nouvelles formes de criminalité, il appelle les membres du groupe d'intervention à se conformer à toutes les dispositions que la direction générale aura adoptées pour lutter contre les stratégies inédites des mafias.